Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique, voici le sommaire de l'émission. Nous reviendrons sur le grand débat national lancé officiellement cette semaine par Emmanuel Macron. Une lettre et des rencontres marathon avec les maires. On verra comment l'opération Reconquête est accueillie par les Bretons. Le décryptage de la semaine sera consacré au référendum. Il est prévu par notre Constitution, mais les Gilets jaunes veulent le voir facilité et généralisé avec notre politologue Thomas Frinet. On verra pourquoi son usage est si rare aujourd'hui. Et pour commenter tout cela, notre invité de la semaine est Jean-Michel Jacques, le député LREM du Morbihan, vice-président de la Commission de la Défense à l'Assemblée et ancien maire de Brandérion. Jean-Michel Jacques, qui va tout de suite nous rejoindre pour commenter le croquis de notre dessinateur Loïc Schwartz. Bonjour Jean-Michel Jacques. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous voit en treillis, en tenue militaire, une allusion bien sûr à l'actualité avec les Gilets jaunes qui sont aux trousses des parlementaires LREM. Et c'est une allusion aussi à votre passé de militaire. Vous avez passé 23 ans dans la Marine nationale, 17 ans dans les fusiliers marins. Voilà. Est-ce que cette expérience vous sert aujourd'hui? Ah oui, énormément. Et comment? Alors, pour ne serait-ce que la gestion physique, la gestion du temps, l'organisation, vu l'intensité de l'activité parlementaire, en tout cas quand on s'investit pleinement, tous ces leviers pour pouvoir durer, s'adapter dans la durée, m'aident beaucoup. Alors j'ai compulsé un peu les articles qui vous concernent. Vous avez dit dans un interview, ça ne m'intéresse pas de faire des selfies avec les ministres. Je ne suis pas une usine à amendements, tout ne se quantifie pas à la présence dans l'hémicycle. C'est-à-dire que vous assumez aujourd'hui le fait d'être un député, on va dire, de l'ombre? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, ce qui compte pour moi, c'est... Ça veut dire que certains de vos collègues cherchent avant tout la lumière? On l'a toujours connu en politique, que ce soit les uns ou les autres. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est avoir une cohérence, avoir un projet, travailler pour l'intérêt de notre pays, l'intérêt général. Et qu'on soit en lumière ou pas, on n'est qu'un outil au service de notre population et de notre pays. Et quel bilan faites-vous de ces premiers mois en tant que parlementaire, notamment dans le climat qui existe aujourd'hui? Le climat a changé en quelques mois. On est dans une sorte d'hystérisation de la vie politique. Il y a beaucoup de violence. Des députés ont été menacés, certaines permanences ont été emmurées. Comment vous vivez cela? Est-ce que ça vous surprend déjà? Vous avez déjà une expérience de maire, mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, ce basculement un peu dans la violence politique vous surprend? Alors oui, c'est assez surprenant. C'est lié aux réseaux sociaux, en fait. Donc il faut bien prendre en compte ce nouveau phénomène. Les réseaux sociaux amplifient un certain nombre de choses. Le monde médiatique aussi. On a la chance d'être sur France 3 et d'avoir une émission qui est construite et mais ce n'est pas le cas de tous les médias. Certains médias tournent en boucle des images qui donnent l'impression, finalement, de façon démesurée, que les choses... Et finalement, quand on est sur le terrain, on se rend compte que la réalité n'est pas celle qu'on a à travers notre écran. Vous pourriez avoir la démarche de Jean-Yves de Chasse-Martin, le maire de Paimpol, qui a décidé, qui a annoncé qu'il coupait définitivement toutes ces inscriptions dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et qui dit aujourd'hui, maintenant, terminé, je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Alors non, pourquoi? Parce que c'est un outil qui est intéressant pour communiquer. Personnellement, j'ai un Twitter, j'ai un Facebook aussi. Simplement, je pense qu'il faut l'utiliser de façon juste et pas en faire finalement un seul levier de communication. Surtout que les messages sur Twitter sont très courts et finalement, la complexité des choses ne peut pas être décrite. Je voudrais qu'on regarde ensemble le baromètre de la confiance politique publié par le Cevipof pour ce mois de janvier 2019. 69% des gens ne font pas confiance à leurs députés. 74% pensent que les responsables politiques sont déconnectés. 69% estiment que la plupart des responsables politiques ne se soucient que des riches et des puissants. Comment recréer du lien aujourd'hui? Écoutez, moi je pense que déjà, c'est un sondage qui a été fait, c'est pas ma réalité. Moi, à Brandérion, les gens ont voté à 82%, ils sont déplacés aux urnes, j'ai été élu à 80%, donc c'est un signe de confiance, et donc je ne me reconnais pas à travers ces chiffres. Maintenant, ils sont là. Je pense qu'il faut simplement mieux connaître aussi qu'est-ce qu'est la vie politique, à quoi sert un politique. Et d'ailleurs, on voit bien la déconnexion parfois entre les intentions, les possibilités que nos concitoyens nous donnent parfois et ce que l'on peut faire vraiment. Et la déconnexion entre les élus de terrain et tout là-haut, à l'Élysée, il y a une déconnexion aussi, une perte de sens des réalités, notamment au niveau du chef de l'État? Je ne pense pas qu'il y ait une perte des réalités, mais je pense qu'il y a une méconnaissance des mécanismes qui permettent à nos gouvernants de faire les choses. Est-ce que le style du président, justement, correspond à l'époque du moment, à cette époque-là de ces dernières semaines, où on est dans une société éruptive, beaucoup de susceptibilité, et le président est encore trash dans ses clashs, on va dire.
cash, on va dire, excusez-moi, dans ses propos. Est-ce que voilà, il n'est pas en décalage un peu? Il faudrait faire un peu de calinothérapie et il n'hésite pas encore à être cash. Écoutez, moi je pense qu'il est important de dire les choses, de regarder la vérité et de dire les choses. C'est important parce que pendant des décennies, on a été habitué à dire les choses à moitié, à ne plus nommer les choses. Et finalement, quand on cache ou quand on évite les questions de fond, ça revient toujours à un moment. D'ailleurs, c'est l'héritage que l'on a. Il y a beaucoup de choses qui datent depuis des décennies et qui remontent maintenant. Donc, l'attitude du président, c'est aussi dire les choses et regarder les choses en face. Alors, on va parler de cette séquence politique qui a commencé en début de semaine avec tout d'abord la lettre adressée par Emmanuel Macron à tous les Français. Exercice peu courant dans la Ve République. Donc, texte de 5 pages, 35 questions ont été posées. Dans la forme, c'est un mode de communication intéressant pour vous ? Écoutez, je trouve que c'est bien et ça va rejoindre notre propos de tout à l'heure. Vous voyez, tweeter, Facebook, c'est un moyen de communication, mais finalement, une lettre, c'est bien. On peut la laisser sur sa table, y revenir régulièrement quand on se repose une question. Et je pense que le président de la République a bien fait de faire une lettre parce que ça permettra à chacun d'y revenir, surtout dans un monde parfois où l'information n'est plus tout à fait exacte, les infox et les fake news qui nous inondent. Alors, en préambule, il rappelle que la France est une nation très fraternelle, égalitaire. C'est à l'inverse du diagnostic que font les Gilets jaunes depuis des semaines. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage là, justement ? Alors, non, je ne pense pas. Je pense que réellement, la France est fraternelle, est un pays où, et je le vois dans mon quotidien, là, je suis en train de faire les cérémonies des vœux dans ma circonscription, je rencontre énormément de monde et les gens aiment le contact, aiment discuter. Simplement, le phénomène gilet jaune, en tout cas, ce qu'il en reste maintenant, on retrouve des gens radicalisés, avec un phénomène d'image en boucle dans certaines chaînes de télévision, les réseaux sociaux qui s'accaparent du sujet, et du coup, la France est déformée. On a l'impression que ce n'est que les gilets jaunes. Mais le peuple français, ce n'est pas que les gilets jaunes, c'est un ensemble de personnes, et les gilets jaunes ne sont qu'une partie. Et d'ailleurs, ce n'est plus les gilets jaunes d'il y a 3 ou 4 semaines. Ils ont changé et ils sont beaucoup moins. Alors, le débat va durer plusieurs semaines jusqu'au 15 mars. Il y aura ensuite une synthèse qui sera publiée en avril. La logistique sera assurée par 2 membres du gouvernement, le ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, et Emmanuel Wargon, qui est secrétaire d'État à la transition écologique. Il y a 5 garants, voilà. des grandes personnalités, magistrats, constitutionnalistes, politologues qui vont un peu veiller à l'impartialité des débats. Vous serez vous-même chargé, je crois, de coordonner un peu les... Voilà, pour la région Bretagne, en tout cas pour les parlementaires LREM, et puis être facilitateur au service de ceux qui me sollicitent pour les aider s'ils souhaitent organiser des débats, s'ils ont des questions, leur répondre. Alors, les maires sont aujourd'hui au centre du jeu. Emmanuel Macron, là, opération communication, opération reconquête, avec donc 2 opérations simultanées cette semaine, à Bourdeloude et à Souillac, en Haute-Garonne. Opération réussie, disent certains observateurs. 7 heures d'un grand oral, debout, seul devant les élus. Il y a des maires qui sont un peu sceptiques quand même. Regardez cette phrase du vice-président de l'Association des maires de France, André Léniel, qui estime qu'en gros, les maires n'ont pas à être les VRP du gouvernement, n'ont pas à être les punching balls, ils ne sont pas là pour régler les problèmes. Puis il y a d'autres qui sont un peu plus constructifs, des maires bretons notamment, qui ont fait une conférence de presse vendredi matin à Vannes, l'association des maires de Bretagne, qui souhaitent, eux, s'engager pour faire vivre le débat, pour faire remonter aussi des desiderata des maires. On écoute Pierre Breteau, le maire de Saint-Grégoire-en-Ille-et-Vilaine. Ici en Bretagne, je crois qu'on a une tradition. C'est quand on a un problème, on essaie de se fédérer pour trouver des réponses ensemble. C'est le sens de la démarche sur laquelle on travaille aujourd'hui. En tant que maire, je suis d'abord en charge de faire vivre une petite démocratie locale qui est une commune. La grande démocratie, la France, a un problème, à l'évidence. Et notre devoir de maire, c'est d'essayer d'aider notre pays à aller mieux. D'abord parce que les maires ont besoin de s'exprimer eux-mêmes. Les maires ont des choses à dire. On redécouvre depuis quelques semaines avec beaucoup de bonheur qu'il y a des maires en France qui sont des véritables ouvriers de la démocratie. Donc oui, je pense que les maires ont à s'exprimer et peuvent aussi permettre aux citoyens d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du pays et des évolutions qu'on doit apporter actuellement. Alors, c'est une opération reconquête importante aussi pour Emmanuel Macron. On est loin de la séquence hashtag balance ton maire, là. Le contexte n'est pas tout à fait les mêmes. Souvenez-vous, cette séquence-là, c'était par rapport à la fiscalité et à la taxe d'habitation. Certains maires
prenait l'objet de la taxe d'habitation comme un levier de politique politicienne pour essayer de s'en sortir et de s'épargner leurs responsabilités. Ce qui n'est pas du tout le discours de ce collègue maire, qui est vraiment un très beau discours et qui met tout le maire dans sa fonction la plus noble. Et c'est vrai que les maires de France sont la première cellule de la République et nous devons leur rendre hommage. Ils ne sont pas là pour assumer la politique du gouvernement. Du tout, du tout. Ils sont là mais tout ils seront simplement en première ligne aussi par rapport aux concitoyens. Écoutez, moi-même j'étais maire. Si on ne veut pas être en première ligne, il faut ni être député, ni être maire, ni conseiller départemental, ni conseiller régional. C'est intéressant aussi de parler des autres compétences, mais il faut rester chez soi. Dès l'instant où on est élu, on prend ses responsabilités. Et moi j'aime beaucoup ce discours. C'est un discours de rassemblement aussi, où on sent l'ADN breton qui souhaite discuter autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Alors les Bretons vont être consultés, ils vont pouvoir donner leur avis, faire des propositions. Alors ça a déjà commencé en Bretagne avec une grande réunion jeudi soir à Saint-Briac avec des échanges assez intéressants. Regardez. La foule des grands jours dans la petite salle communale de l'ancien presbytère. Beaucoup de médias et surtout des citoyens venus donner leur avis. Au cœur de cette première réunion publique, la fiscalité. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'État nous présente des budgets détaillés et en équilibre. Dès lors qu'on institue une taxe carbone, qu'on institue un certain nombre de taxes pour financer l'environnement, si on n'a pas la lecture directe dans le budget, entre les recettes et les dépenses, on perd énormément dans la compréhension de ce prélèvement ou de cet impôt. Les points de vue se succèdent avec quelques interrogations quant à la démarche présidentielle et à la finalité de l'exercice. Son travail, c'était effectivement de rendre la fiscalité plus juste et plus efficace. Et brutalement, un an et demi après, il dit « Ah mais comment on pourrait faire ce gars-là? Vous n'avez pas d'idée ?» C'est hallucinant quand même. Vous vous rendez compte la question qu'il pose? Bonjour monsieur, je voulais vous répondre, parce que je ne suis pas complètement d'accord avec vous, sur le texte là, qui a été mis. Vous dites que c'est de la naïveté et tout ça, pas du tout monsieur. Il veut nous, en tant que citoyens, il veut nous interroger. Je trouve que justement c'est plutôt humble de sa part. Ah oui? Ah ben si, c'est humble. Ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est bien ciblé par rapport à ce que les Gilets jaunes revendiquaient à la base. C'est mieux que je ne le craignais quant à la capacité des gens à être tolérants. Bon, il y a encore des choses à améliorer, c'est clair, mais ça avec l'apprentissage, c'est bien. Mais c'est, je crois, la première fois que les Français vont apprendre à s'écouter un peu. C'est pas facile. Le débat est lancé. À Saint-Briac, au moins 3 autres réunions sont prévues dans les semaines à venir. Voilà, grande séance de thérapie démocratique, on va dire. C'est bien, c'est sain. C'est sain, c'est la citoyenneté qui prend toute sa place. Moi, je trouve ces images très belles, même émouvantes. Retrouver notre République, nos concitoyens qui se retrouvent dans une salle pour construire l'avenir de notre pays. Mais ce n'était pas le travail que vous aviez fait pour la présidentielle avec La République En Marche? Si, c'est une continuité. Donc il a été mal fait alors le travail, puisqu'on est obligé de refaire un débat là. Bien écoutez, vous savez, quand on souhaite évoluer, améliorer les choses, c'est bien de faire un retour d'expérience sur ce que l'on a déjà fait. Et puis là, finalement, c'est un point d'étape où il est temps finalement de revoir et de discuter, et puis d'expliquer aussi, parce que nous devons, et le monsieur le dit bien, la fiscalité c'est bien, mais on aime bien savoir où part notre argent, de façon à mieux comprendre. Alors justement, parlons de la fiscalité, c'est un des 4 grands thèmes, on les voit, fiscalité, transition écologique, service public, démocratie directe. La fiscalité, on parle beaucoup, aujourd'hui les Français veulent une justice fiscale. On parle beaucoup de l'ISF. Emmanuel Macron, visiblement, ne veut pas changer la réforme de l'ISF. Est-ce que, voilà, c'est une question qui pourrait être posée lors d'un référendum? Alors, lors d'un référendum, je ne sais pas si c'est le bon outil. Un référendum, l'inconvénient d'un référendum, c'est qu'il faut bien connaître la complexité du dossier. Et à ce jour, si on demande à nos concitoyens qu'est-ce que l'ISF, je ne suis pas sûr que chacun sait vraiment ce qu'il en est. Donc c'est important dans la méthode déjà. Après, votre question... Mais c'est un élément de crispation politique. Alors voilà, parce que dans votre question, il y avait deux questions. Il y avait en politique à un moment donné. Voilà, tout à fait. Mais pourquoi le référendum? Pas forcément. Mais en tout cas, la question doit se poser. Et vous avez raison. Et moi, je suis pour qu'on la pose. Simplement, en ce qui me concerne, je pense que c'est bien d'évaluer les choses. À chaque fois que l'on fait quelque chose, il faut évaluer. Pour moi, j'ai aucun état d'âme. Si ça ne permet pas de dynamiser notre pays, d'apporter de l'économie et de l'emploi,
On revient dessus. On revient dessus. Alors, les services publics, on voit que le sentiment de déclassement et la fracture territoriale, la présence des services publics sont des préoccupations très présentes, notamment dans les cahiers de doléances qui ont déjà été déployés dans les communes rurales. Je voudrais qu'on parle d'une expérience qui pourrait être généralisée partout en France, des postiers utilisés pour remplacer dans certains endroits des chefs de gare. On va regarder le reportage et on réagit ensuite. Vous allez bien? Veiller sur les personnes âgées, livrer le pain, les repas, faire passer le code de la route. Les facteurs font déjà bien plus que distribuer le courrier. Et bientôt, ils pourraient aussi surveiller les petites gares. Un projet baptisé Vigigare est détaillé dans ce document confidentiel que nous nous sommes procurés. À terme, 2000 gares seront concernées. Des petites gares rurales, sans personnel SNCF, desservies par 1 à 3 trains le matin et le soir. La mission des facteurs, alerter la compagnie sur d'éventuelles anomalies et les prendre en photo. Par exemple, une horloge en panne, des tags sur les murs ou des déchets sur les voies. Pas plus de 15 minutes de travail pour les facteurs, ce qui ne rassure pas les syndicats, ni à la Poste, ni à la SNCF. Et ce que l'on peut regretter, c'est que la Poste recherche absolument des rentrées d'argent au détriment du service public et du réel métier de facteur. On a supprimé depuis le début de l'année presque 1000 postes de vendeurs. Aujourd'hui, on est sur une situation complètement folle où c'est la SNCF qui va sous-traiter à la Poste des métiers du ferroviaire. Aucune des deux entreprises ne veut commenter le dispositif, mais il est déjà expérimenté dans 19 gares des Hauts-de-France. En cas de succès, il pourrait être déployé dans toute la France à partir du mois de mars. Alors, que pensez-vous de cette expérience? Il va falloir s'habituer à avoir des agents de service public changer comme ça de mission au gré des... Les métiers évoluent. Dans les... Donc vous êtes pour là? Moi, je suis pour faire évoluer les métiers pour qu'ils puissent correspondre à la demande de nos concitoyens. Le service public doit répondre à une demande. C'est ça l'essentiel. Moi, je comprends bien, à l'heure où il y a très peu de courriers qui passent par le facteur, que la Poste puisse demander d'autres services, et qui sont très utiles d'ailleurs, aux facteurs. Le contact avec des personnes isolées, pourquoi pas ce projet. L'essentiel, c'est qu'il y ait le service public. Et après, les métiers évoluent. Dans les 5 ans qui viennent, la moitié des métiers vont changer. Mais vous parliez tout à l'heure justement de langage de vérité. Est-ce que vous êtes pour dire aujourd'hui aux Français, écoutez, on n'a plus les moyens d'assurer des services publics partout sur le territoire? Alors, je ne le dirais pas comme ça, parce que nous avons des moyens d'assurer des services publics, mais ces services publics doivent se transformer, doivent se moderniser. C'est déjà le cas pour beaucoup. Et c'est une très bonne chose. L'exemple qui a été évoqué, il ne faut pas s'offusquer. Et puis, du moment que le service est rendu à la population, les jeunes de cette petite commune, ou moins jeunes, qui prendront le train et cette gare qui va être préservée grâce à une adaptation, ça va faire plaisir à tout le monde. Sur la démocratie directe, Emmanuel Macron pose une question dans sa lettre aux Français. Faut-il reconnaître le vote blanc et faut-il instituer le vote obligatoire? Vous êtes pour? Oui, pourquoi pas. Moi, le vote obligatoire ne me choquerait pas. Je trouve que ça met chacun en responsabilité. On est dans une société, et d'ailleurs, dans la crise des Gilets jaunes, on le voit bien, quand on cherche un responsable, il n'y en a pas. On est prêt à casser, on est prêt à dire tout, mais quand on demande un responsable, qui est responsable? Il n'y en a pas. Et typiquement, instaurer un système comme ça, c'est la meilleure façon pour éviter de prendre ses responsabilités. Et de nos jours, on doit prendre notre responsabilité, parce que c'est un peu facile de dire « j'ai pas voté, donc vous n'êtes pas légitime ». À un moment, allons voter et prenons nos responsabilités. Rapidement, à l'issue de la synthèse qui aura lieu au mois d'avril, qu'est-ce que va devenir justement toutes ces doléances? Ça va finir au fond d'un tiroir? Sûrement pas. Non, sûrement pas. Concrètement, ça va être quoi? Des projets de loi? Ça peut être une dissolution aussi si jamais l'ensemble des doléances de Français ne correspondent plus à la ligne politique d'Emmanuel Macron? Non, je ne pense pas. C'est pas à moi d'en juger, c'est pas à moi de décider non plus. Mais moi, je pense que tout simplement, tout ce qui va être dit va être pris en compte. Alors, ça ne veut pas dire que chaque doléance va être acceptée, mais elles vont être prises en compte dans la complexité, parce qu'au bout de chaque demande, il y a la fiscalité. Donc, on veut moins de taxes, mais on ne peut pas avoir moins de taxes et plus soit de services publics ou plus de... Il y a toujours un équilibre et des choix à arbitrer. Et ce qui est intéressant dans les débats qui vont être faits avec nos concitoyens, c'est aussi d'évaluer
qu'est-ce qui est une priorité pour chacun d'entre nous, de façon à aller dans le sens que chacun veut. Et donc, l'ensemble de ces débats vont être pris en compte pour infléchir une politique, ce qui ne veut pas dire renoncer à notre projet, qui était aussi de libérer... Et, voilà. Mais voilà. Alors, la suite de Dimanche en politique avec le décryptage de la semaine. Dans quelques instants, notre politologue Thomas Frino va nous rejoindre et on va parler référendum. Un outil, une procédure pour réclamer par de nombreux gilets jaunes. Alors, pourquoi les référendums sont si rares en France? Des anciens grands responsables politiques donnent leur avis. Morceau choisi. L'idée que sur des sujets précis, importants, il doit y avoir une consultation directe du peuple est une idée forte. On doit pouvoir avoir un aller-retour entre le pouvoir politique et les Français. Et le meilleur outil pour cela, c'est le référendum. Lorsqu'il s'agit d'une modification profonde de nos institutions, le référendum est nécessaire parce qu'il s'agit du pacte démocratique. Mais fallait-il le faire sur le mariage pour tous ou plutôt sur l'abolition de la peine de mort? Pense-t-on que le référendum sur le Brexit a été une bonne chose pour les Britanniques? Le référendum divise. Il divise profondément. Victor Hugo a écrit quelque part « Souvent, la foule trahit le peuple ». Ce n'est pas la même chose, la foule et le peuple. Que le peuple s'exprime, c'est une nécessité. Mais quand le peuple devient foule, on arrive à des résultats évidemment très discutables. Le référendum doit être une question très simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je ne pense pas qu'on peut répondre par oui ou par non à un traité de 250 articles. En revanche, j'aurais volontiers fait un référendum sur la suppression du service national. Bonjour Thomas. Bonjour Robin. Le référendum est dans l'ADN de la Ve République, c'est même prévu par un article, le fameux article 11. Article 11 et article 89. En fait, vous avez des référendums de nature législative à l'initiative du président qui portent d'ailleurs que sur certaines matières, la politique sociale, économique, environnementale. Oui, c'est-à-dire que tous les sujets ne supposent pas un référendum? Non, ça pose des questions. On se souvient de ceux qui plaidaient pour un référendum, par exemple, sur le mariage pour tous. C'est plus une politique sociétale que sociale. Donc il est peu utilisé. Et puis vous avez alors un deuxième type de référendum qui est encore moins utilisé, c'est celui qui porte sur les révisions de nature constitutionnelle. Puisque souvent on préfère la procédure du Congrès, on réunit les députés, les sénateurs. Il a été utilisé une fois en 60 ans, c'est pour le passage du septennat au quinquennat. Donc on voit bien que les textes sont là, mais que la pratique... Parce que politiquement c'est de la dynamite un peu, non ? C'est de la dynamite, c'est-à-dire, ça a été parfaitement dit dans votre reportage par les anciens chefs de l'État. Ils craignent toujours d'abord que le résultat ne leur soit pas favorable. Après, on peut avoir aussi un risque de dérive plébiscitaire. C'est quoi un risque de dérive plébiscitaire? C'est l'idée finalement que les électeurs vont se prononcer davantage sur l'auteur qui pose la question que sur la question elle-même. Alors c'est un risque assumé parce qu'on sait que le général de Gaulle engageait sa responsabilité sur le résultat, mais même ses successeurs qui ne l'engageaient pas en quelque sorte, ça n'empêchait pas les électeurs éventuellement de se déterminer sur l'auteur. Alors aujourd'hui, le référendum n'est pas seulement le fait du chef de l'État, il y a aussi depuis 2008 le référendum d'initiative partagée. 185 parlementaires et 4,5 millions d'électeurs peuvent instituer un référendum, demander un référendum. Pourquoi c'est si peu utilisé ? Vous venez de donner la réponse. C'est-à-dire que ce référendum d'initiative partagée a été pensé de telle manière qu'il soit quasiment jamais utilisé. D'abord, 185 parlementaires, combien de formations à elles seules peuvent réunir 185 parlementaires ? Là aujourd'hui, LREM. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est toujours la majorité. Donc ça pose quand même une question. Et la deuxième question, c'est effectivement, on a un seuil totalement déraisonnable en comparaison d'autres expériences nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 1/10 des électeurs. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir, et d'ailleurs c'est par vote électronique, 4,5 millions de signatures derrière la proposition. Donc c'est tout à fait déraisonnable. Pourquoi, vous êtes parlementaire, Jean-Michel Jacques, pourquoi ne pas plus utiliser ce référendum d'initiative partagée ? Alors, moi, c'est une manière aussi de faire de la politique, Oui, oui. D'ailleurs, quand j'étais maire, je conduisais une liste citoyenne, et en n'utilisant pas le référendum, mais c'était très consensuel dans des salles. On réunissait souvent nos concitoyens autour des sujets communaux, et c'est possible parce que les acteurs connaissent très bien le sujet et le terrain. Là où ça devient complexe, c'est de faire un référendum sur quelque chose de complexe. Ça a été dit dans le reportage. C'est le problème du RIC aujourd'hui, le référendum d'initiative citoyenne demandé par les Gilets jaunes ? C'est le risque. On peut
Oui, pourquoi pas, mais donc, quelle question va-t-on poser? C'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, 70% des Français estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est la démocratie participative, qui existe déjà, hein? Elle existe déjà, il y a plein de dispositifs. Ceci dit, quand on parle d'une démocratie participative comme art de gouverner, pour reprendre les termes de Loïc Blondiot, qui est un spécialiste, il me semble que c'est quand même plus un programme qu'une réalité. Aujourd'hui, elle continue de susciter beaucoup de réserves dans une grande partie de la classe politique française, finalement, qui consent à la participation, mais qui consent tant qu'on reste dans une forme d'événementiel démocratique sous contrôle, que l'on ne fait pas participer les citoyens directement à la décision, ce qui crée beaucoup de frustration, parce que beaucoup de dispositifs participatifs ne vont pas jusqu'à associer à la décision. Je vais vous donner un exemple, Notre-Dame-des-Landes par exemple. Notre-Dame-des-Landes, mais alors là, c'est la population a été consultée. Oui. Le gouvernement a fait exactement l'inverse de ce qu'a voulu la population. C'est un très bel exemple de confusion et de méprise, car on a parlé de référendum lorsqu'il s'agissait d'un nouveau type de consultation qui avait été spécifiquement créé par ordonnance. Qui dit consultation dit que finalement le décideur n'est pas lié sur la décision. Mais comme tout le monde a parlé d'un référendum, effectivement, tous les électeurs se sont sentis trahis finalement sur le fait que cette consultation n'ait pas été suivie des faits. Est-ce que vous voyez des référendums là, se profiler à l'horizon, des référendums possibles sur des questions Non, pas spécialement, mais je suis ouvert à... Voilà, mais comme c'était dit dans le reportage, sur une question simple, service national, oui, non, c'est assez simple. Mais sur des questions complexes, non, je ne pense pas que ça soit le bon outil. C'est bien plus compliqué. Reste avec nous Jean-Michel Jacques. Merci Thomas, merci pour cet éclairage sur les référendums. Je voudrais qu'on revienne sur une autre actualité qui devait avoir lieu ce dimanche. C'était le lancement du Breslab, ce club de réflexion initié par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Vous deviez y participer? Oui. Il a été annulé. Hein, il a été annulé pour des raisons de sécurité, a priori. Voilà. Une bonne initiative. Comment vous qualifiez cette démarche? Parce que le progressisme aujourd'hui, il n'est pas incarné sur l'échiquier politique breton? Alors, c'est la démarche de Jean-Yves Le Drian. Quelque part, il l'incarne, finalement. Oui. Mais il y a une majorité régionale aujourd'hui qui rassemble des progressistes. Oui, mais elle n'est pas tout à fait élargie à d'autres, et je pense que c'est bien aussi qu'elle soit encore plus élargie. C'est dans l'ADN breton de se réunir autour des projets qui permettront à notre région d'être plus forte, plus ambitieuse, et finalement c'est la démarche de Jean-Yves Le Drian, et je trouve ça bien. Jean-Yves Le Drian, très remonté lors du dernier Conseil des ministres, il apparemment s'est un peu énervé après les propositions de réforme de la fonction publique de Gérald Darmanin en disant voilà, les idées libérales, on arrête un peu. Vous êtes d'accord avec son constat? On a deux jambes, une jambe gauche, une jambe droite. La jambe gauche est un peu ankylosée, non, en ce moment? Disons qu'on avait besoin de faire un travail en profondeur pour que notre économie reprenne, chose que l'on a fait. Et c'est bien, il va y avoir des effets qui vont être portés. On ne peut distribuer que ce que l'on gagne. Et donc, il faut commencer aussi à bien structurer, faire une réforme en profondeur pour pouvoir après distribuer. Surtout que notre pays est endetté, il ne faut pas l'oublier, sur plusieurs générations. Et il ne s'agit pas de creuser encore plus le déficit public. Pour terminer rapidement sur Jean-Yves Le Drian, on le cite souvent comme possible futur Premier ministre. Ça serait un bon Premier ministre, mais ça, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas que ça soit d'actualité. Merci beaucoup Jean-Michel Jacques d'avoir répondu à notre invitation. Émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site bretagne.france3.fr. On attend aussi vos commentaires sur les réseaux sociaux. Dimanche prochain, l'heure du débat, on parlera de la mobilité. Est-ce qu'on arrive à la fin du tout voiture en Bretagne? Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Merci pour votre fidélité.